Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne et merci beaucoup d'être là. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner sur Substack ou Patreon. Vous y trouverez davantage de contenu et j'ai plusieurs projets vraiment passionnants qui y seront lancés très bientôt, alors restez à l'écoute. Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, a peut-être prononcé l'un des discours les plus honnêtes jamais entendus au Forum économique mondial de Davos. Et cela, à lui seul, montre à quel point le monde a réellement changé. Dans un langage inhabituellement direct, Carney n'a pas seulement suggéré que l'ordre international dit « fondé sur des règles » est sous tension. Il a déclaré qu'il s'était en réalité effondré. Pas simplement affaibli, il n'évolue pas, il ne se transforme pas, il s'est effondré. Et nous sommes, selon ces mots, au milieu d'une rupture, non d'une transition. C'est précisément sur cette distinction que je souhaite me concentrer dans cette vidéo, la différence entre une rupture et une transition. Une transition, bien sûr, implique une continuité, elle suppose un ajustement et une forme de réparation, comme un retour à la normale. Mais une rupture signifie, en réalité, quelque chose qui s'est déjà brisé au-delà de toute restauration. Il n'y a pas de retour en arrière possible, et c'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui. Venant du dirigeant d'un pays longtemps considéré comme l'un des alliés les plus fidèles de Washington, l'un des États les plus alignés au monde, ce n'était pas une phrase anodine. C'était un aveu que l'histoire que les gouvernements occidentaux nous racontent depuis des décennies, à propos de règles communes, de construction démocratique, de normes prévisibles et de sécurité collective, ne décrit plus la réalité. Et en fait, cette réalité n'a jamais existé. Jamais. C'était un monde imaginaire auquel on nous a conditionnés à croire. Le discours de Carney a ôté ce vernis diplomatique, pour ainsi dire. Il a soutenu que l'intégration économique elle-même a été transformée en arme par les grandes puissances, et plus particulièrement par les États-Unis. Mais bien sûr, il ne voulait citer aucun nom. Les mesures protectionnistes telles que les tarifs douaniers et les sanctions ne sont plus des outils défensifs. Elles ne l'ont jamais été, mais c'est ainsi qu'on les présentait. Et donc, il dit que celles-ci sont désormais des instruments de punition. Les sanctions, bien sûr, sont devenues des éléments permanents plutôt que des mesures temporaires. Les sanctions sont, en réalité, devenues une punition collective, car, comme nous le savons très bien, elles visent les civils afin de déstabiliser les nations, pour renverser les régimes non alignés. Et il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver de nombreux exemples de cela. Au passage, j'ai rédigé un article complet à ce sujet sur mon Substack et mon Patreon si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement des sanctions. J'y fais également référence à une étude universitaire récente montrant que les sanctions imposées par l'Occident ont en réalité entraîné la mort de millions de personnes dans le Sud global. N'hésitez donc pas à y jeter un œil. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Carney a déclaré que les chaînes d'approvisionnement sont fragiles, et bien sûr, elles le sont par conception, non par accident, et que les systèmes financiers sont régulièrement utilisés comme levier. En d'autres termes, la mondialisation n'a pas vraiment apporté la neutralité ni la stabilité. Elle a engendré une vulnérabilité qui sert les nations les plus puissantes, tout en exploitant les autres. Le cadre mis en place après la Seconde Guerre mondiale, en d'autres termes, ne fonctionne plus comme prévu. Carney, cependant, a poussé le raisonnement encore plus loin, ce que j'ai trouvé fascinant. Citant le président de la Finlande, il a appelé à ce qu'il a décrit comme un réalisme fondé sur les valeurs. Il a affirmé que les puissances intermédiaires doivent construire leur résilience ensemble, faute de quoi elles seront subordonnées. Et puis est venue la phrase qu'on a déjà entendue bien des fois. Carney a déclaré « Si nous ne sommes pas à la table, nous sommes au menu ».
Bien sûr, le Canada est à la table depuis des décennies. Et maintenant que la situation s'est inversée, le Canada aborde la question d'une manière complètement différente. Il faut bien reconnaître qu'il y a là un certain niveau d'hypocrisie. Mais pour une grande partie du Sud global, ce n'était ni une révélation, ni une nouveauté. Cela a été dit, dans des contextes légèrement différents, à de nombreuses reprises par des dirigeants de l'Alliance des BRICS et d'autres, qui ont souligné que l'ordre dit, fondé sur des règles, n'a jamais été universel. Le droit international a été appliqué avec rigueur contre les adversaires, contre les peuples et les États qui n'étaient pas alignés. Elle a été appliquée de manière sélective contre les rivaux et simplement ignorée lorsque les États-Unis ou leurs alliés franchissaient les lignes rouges. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver de nombreux exemples de cela. Pensez à la Yougoslavie, à l'Irak, à la Libye, à l'Ukraine, à Gaza, et la liste continue. L'érosion de cet ordre était le résultat prévisible de décennies de cette application très sélective des lois et des règles. Vous vous souvenez peut-être qu'un sénateur américain en exercice, celui qui n'a jamais rencontré une guerre qu'il n'aime pas, Lindsey Graham, a déclaré que le droit international n'avait pas été créé pour les États-Unis à l'origine et qu'il n'avait pas été créé pour Israël ni pour leurs alliés. Il a dit que le droit international avait été créé pour le reste du monde. Le droit international ne s'applique pas à Israël, aux États-Unis, à la France, à l'Allemagne ou à la Grande-Bretagne, car il n'a pas été conçu pour nous poursuivre. Ce que nous avons entendu Carney dire ouvertement à Davos la semaine dernière, c'est ce que les dirigeants occidentaux avaient longtemps évité d'aborder. Il a reconnu que le problème n'était pas une crise passagère, mais une défaillance structurelle. L'ironie, bien sûr, est impossible à ignorer. Le Canada et l'Europe ne font que maintenant affronter la fragilité de normes qu'ils pensaient autrefois permanentes, les mêmes normes qui, historiquement, les avaient favorisées. Et ils le font précisément parce que ces normes ne les protègent plus. Ils étaient autrefois à la table, mais cherchent désormais désespérément à éviter d'être au menu. Confrontés à une coercition économique ouverte, les puissances moyennes occidentales découvrent ce que la dépendance signifie réellement, à quel point l'humiliation peut être profonde, et ce que cela fait de passer d'un vassal heureux à un esclave misérable, pour reprendre les mots du Premier ministre belge. Mais aujourd'hui, tant de lignes rouges sont franchies que vous devez choisir entre votre respect de vous-même et la soumission. Être un vassal heureux est une chose, être un esclave misérable en est une autre. Si vous reculez maintenant, vous allez perdre votre dignité. Et c'est probablement la chose la plus précieuse que l'on puisse avoir dans une démocratie. C'est votre dignité. La posture de Washington à l'égard du Canada et de l'Europe ressemble de plus en plus à la manière dont l'Occident a historiquement traité les pays en développement et ceux qu'il considérait comme des adversaires. La différence, c'est que cette fois, les tarifs douaniers, la coercition et même la rhétorique d'annexion, par exemple le Groenland, sont désormais dirigés vers l'intérieur contre d'anciens ou d'actuels alliés selon la façon dont on veut les considérer. Ainsi, Trump n'attend ni n'a besoin d'un alignement de la part de ces États. Ce qui est vraiment recherché, c'est une obéissance silencieuse. Et une fois que vous avez perdu votre souveraineté, que pouvez-vous vraiment espérer de plus de toute façon? Il faut aussi reconnaître qu'il existe un certain degré de faiblesse et je dirais même un déclin considérable que l'on peut observer dans la situation. Par son attitude agressive encore et encore envers de multiples acteurs internationaux et par son ultra-violence, par exemple des frappes contre des nations souveraines, il y a cet acteur qui tente désespérément de s'accrocher aux vestiges de sa puissance. Et plus celle-ci lui échappe, plus l'acteur devient désespéré, plus ses actions deviennent brutales.
Mais en même temps, plus le Sud global se sent motivé à réaffirmer sa voix et à construire un nouveau monde. Bien que l'Alliance des BRICS fasse face à de nombreux obstacles, son principe et sa fondation, basés sur l'égalité, la souveraineté et un développement économique mutuellement bénéfique, offrent en réalité un contrepoids solide à la brutalité, à la violence et à l'attitude agressive du principal acteur de ce monde unipolaire en déclin. Ce que le discours de Carney a finalement révélé, c'est que l'ordre international fondé sur des règles a échoué, enfin, reconnu pour ce qu'il était, tributaire du pouvoir et de la violence. Et désormais, il revient aux nouveaux centres de pouvoir, aux puissances intermédiaires et aux marchés émergents de naviguer dans ce monde en mutation. Qu'avez-vous pensé du discours du Premier ministre Carney? Vous pouvez en trouver la version complète sur mon Telegram. D'ailleurs, si cela vous intéresse, si vous ne l'avez pas encore écouté, prenez le temps de le faire, cela en vaut vraiment la peine. Laissez un commentaire ci-dessous, j'aimerais beaucoup connaître votre avis à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de soutenir mon travail si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire ici sur YouTube ainsi que sur Substack et Patreon. Un immense merci à chacune et chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payantes. Je vous en suis très reconnaissant. Passez une excellente journée et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prenez soin de vous. I certainly look forward to seeing you here tomorrow. Take care.